Causerie en air avec Jean-Louis Marquet et Jean-Marc Prince. Bonjour, c'est Jean-Marc Prince au micro. Pour cette nouvelle causerie en air, nous allons recevoir aujourd'hui Monsieur Jean-Louis Marquet. Alors Monsieur Jean-Louis Marquet fut engagé à Radio Andorre en 1960 et il y exerça les fonctions de directeur technique, directeur général adjoint et directeur général jusqu'à l'arrêt de la station en 1981. C'est vous dire que son témoignage est un élément important pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Radio Andorre, cette radio périphérique française qui a émis depuis l'Andorre de 1939 à 1981. Mais au-delà même de Radio Andorre, Jean-Louis Marquet a également travaillé pour d'autres stations du groupe Trémoulet, comme Radio Africa dès les années 50. Alors rappelons que ce groupe radiophonique avait été avant-guerre l'un des plus importants groupes de radio privés en France, avec Radio Toulouse, Radio Bordeaux Sud-Ouest, Radio Montpellier, Radio Agen, le Poste de l'Île-de-France à Paris, mais aussi d'autres radios en Europe, en Espagne, au Portugal, en Belgique. Et après la guerre, alors que les radios privées furent interdites en France, il se déploya en Espagne, au Maroc et dans les Antilles. Nous allons donc aborder avec Jean-Louis Marquet non seulement l'histoire de Radio Andorre et des événements qui furent passés parfois sous silence, mais aussi comment le groupe dirigé par Jacques Trémoulet a su traverser l'adversité et rester, jusque dans les années 80, l'un des seuls groupes radiophoniques français, avec celui de Radio Luxembourg, à être né avant-guerre et à avoir poursuivi ses activités après-guerre. Cette émission de 2 heures sera suivie d'une seconde émission de 2 heures, elle aussi, et elles vont aborder cette histoire de manière chronologique. Mais nous allons aussi écouter de la musique, et j'ai demandé à M. Jean-Louis Marquet d'établir lui-même sa programmation musicale. Cucurucucu Paloma, Caetano Veloso. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba, ay, 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 ay. Cantaba de pasión mortal, moría. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
piedras jamás. Paloma, ¿qué van a saber de amores? Dans un premier temps, nous allons aborder l'histoire de Radio Africa, une radio francophone du groupe Trémoulet, qui fut lancée à Tanger, au Maroc, en 1949. Cette radio couvrait tout le bassin méditerranéen et pouvait être captée en France. Alors, monsieur Jean-Louis Marquet, d'abord, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, je voulais savoir, Jean-Louis, quand et comment êtes-vous entré dans le groupe Trémoulet? Mon frère Gilles travaillait à Tanger, au centre météo de l'aéroport. Oui. Et au mois de février 1954, Radio Africa cherchait un responsable pour s'occuper des programmes. D'accord. Il a postulé, il a été retenu. Un an plus tard, il m'a proposé de le rejoindre à Tanger, ce que j'ai fait, et je suis arrivé à Tanger après avoir traversé l'Espagne avec un voyage interminable. Qui était la personne qui vous avait embauché donc à Radio Africa? C'est le directeur général qui m'a fait un contrat. Il s'agissait de Jean de Bournay, Oui. qu'on retrouvera plus tard À Radio Andorre. À Radio Andorre, Ouais. voilà. Et c'était votre première découverte du Maroc? Non, pas tout à fait, parce que sur les 18 mois de service militaire que j'avais à faire, j'en ai passé 12 au Maroc, de octobre 53 à octobre 54, sur la base aérienne de Meknès, où j'étais au service météo. Voilà. D'accord. Et justement, quel avait été votre parcours donc avant d'arriver dans le groupe Trémoulet? J'étais ébéniste. Ah oui. Oui, oui. Bon. Ébéniste. Ben oui, ça oui. mène à tout finalement. Exactement. Et quelles firent vos fonctions à Radio Africa? À Radio Africa, j'ai commencé pendant quelques mois comme preneur de son opérateur. Et en même temps, il faut signaler que je dois dire que quand je suis arrivé, les studios de Radio Africa venaient juste d'être installés à la villa rue de Russie. Oui. Préalablement, notamment quand j'étais venu à Tanger voir mon frère pendant mon service militaire, les studios étaient rue de Fès encore. D'accord. Bon, et il y avait un problème, c'est que ce studio rue de Russie, dans une très belle villa, les lignes avec le centre émetteur qui était à 6 ou 7 kilomètres de là, je parle de l'ancien centre émetteur, Oui. les lignes n'étaient pas bonnes. D'accord. Et par conséquent, elle était acceptable pour la voix, mais pas pour la musique. D'accord. Ce qui fait que tout ce qui était en intervention parlée, les interviews, etc., ou les informations, partaient de la rue de Russie. Par contre, la musique, elle, était envoyée depuis le centre émetteur lui-même. Ah oui, alors c'était un peu compliqué comme organisation, non? Parce que les disques étaient amenés au centre émetteur un peu à l'avance. Il y avait un conducteur qui était le même que celui de la personne qui était à l'antenne. Et on sentait quand il fallait lancer le disque ou quand l'animateur annonçait un disque, une chanson ou autre, il suffisait de lancer, ça allait. Et puis on avait une ligne pour éventuellement modifier le programme au fur et à mesure. On avait une ligne de conversation. D'accord. Voilà. Ah ouais, moi je trouve que c'est quand même assez complexe. Enfin moi je pense qu'une fois qu'on a pris l'habitude de travailler comme ça doit fonctionner. Oui, au bout de quelques mois, il a été installé une liaison VHF, donc tout est rentré dans l'ordre de façon tout à fait rationnelle. Donc tout partait de la villa, donc finalement. Oui. Alors la villa était rue de Russie et l'émetteur était rue Shakespeare. D'accord.
Vous savez que cette villa existe toujours, rue de Russie. J'ai un correspondant qui l'a visitée tout récemment. Bon, elle appartient à un particulier maintenant. C'est devenu une maison. Je crois qu'elle appartient à un Américain qui a sa maison secondaire dans cette villa. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez cette information. Voilà. C'est-à-dire que Christian Guillard, avec qui je suis en rapport, oui. Avait fait un voyage à Tanger et avait ramené de Tanger des images de l'endroit où il y avait le centre émetteur, le nouveau centre émetteur, oui. Et de la villa rue de Russie, oui. Qui était, d'après les photos qu'il m'a montrées, pas en très bon état. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday word seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La Vie en Rose. La Vie en Rose, Louis Armstrong. Bien, j'aurais voulu qu'on aborde un sujet, c'est celui du patron donc du groupe de Radio Africa notamment, qui est Monsieur Jacques Trémoulet. Alors, est-ce que vous avez rencontré ou côtoyé à cette époque Jacques Trémoulet, et puis surtout quels souvenirs vous en gardez? Alors, fréquenter, c'est beaucoup dire. Je l'ai rencontré, je l'ai vu souvent. Et quand j'ai été embauché, il m'avait reçu, comme il recevait tous les employés de Radio Africa. Il n'y avait pas de problème. Je peux pas en dire grand-chose de cette époque. Il m'est apparu comme un homme austère, assez grand, avec des moustaches, toujours habillé de foncé. Avec un chapeau à bord, genre chapeau mou, mais à bord relevé. Oui. Bon, d'aspect
était un peu sévère, paraissait un aspect un peu sévère. Cela dit, quand on le connaissait, il ne manquait pas d'humour. D'accord. Mais bon, il avait quand même une personnalité assez controversée. Bon, notamment, on pense à son attitude qui était un petit peu ambiguë durant l'occupation entre 1940 et 1944. Même, il faut bien préciser que la justice l'avait blanchi en 49 de toute accusation de collaboration. Et puis pendant la guerre, bon, je pense que vous étiez encore enfant, donc. Mais est-ce que ce sujet, vous en avez eu connaissance en 1955 lors de votre embauche? Non. Et puis non, donc vous n'en avez. Plus tard, oui, mais oui. Étant en Tanger, non. J'avais 22, 23 ans. Je vous avoue que ça m'est pas venu à l'idée de savoir quelle était la personnalité de Jacques Trémoulet à ce moment-là, quoi. Donc vous ne connaissez rien de son histoire non, radiophonique? À ce moment-là, pas du tout. D'accord. Alors vous avez été un collaborateur fidèle au groupe Trémoulet, et puis donc à son patron, même au-delà de son décès d'ailleurs, en 71 je crois. Hein. Oui. Donc vous avez continué d'ailleurs à être un collaborateur fidèle, même après la fermeture de Radio Andorre, en vous battant jusque dans les années 2000 pour la sauvegarde des intérêts de ses héritiers. Et aujourd'hui, voilà, alors qu'il n'y a plus du tout d'intérêt en jeu, que vous inspire l'histoire de cet homme avec le recul? Oui, c'est-à-dire que c'était, je crois personnellement, qu'il n'a jamais été attiré spécialement par l'argent. Par contre, il était un entrepreneur, il aimait avoir créé des stations. Dès 1924, il avait créé Radio Toulouse, il avait créé un empire dans la région, dans le sud-ouest principalement, mais également avec un émetteur à Paris. Et je crois que c'était sa passion. Bien sûr, il ne dédaignait pas l'argent parce que ça lui permettait justement d'investir. De réaliser ses désirs. C'est ça. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a eu pas mal de stations, d'assez nombreuses stations en France. Oui. Il en a eu en Espagne plusieurs, dont une qui était très importante à Madrid. Et après, il a eu Tanger, le Portugal, les Antilles, et certainement d'autres dont j'ignore. D'accord. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu à Radio Africa. Bon, vous nous avez donné déjà quelques petites informations sur les conditions techniques, mais il y avait en fait, si j'ai bien compris, plusieurs programmes à Radio Africa. Il y a eu en D49, la station s'appelait Radio Africa Tanger, et puis Radio Africa Maghreb en 52. Est-ce que ces deux programmes coexistaient encore à votre arrivée ou non? Oui, ça existait encore. Sur la nouvelle station, sur l'ancienne, il n'y avait qu'un programme. Hein. Et après, quand il y a eu la nouvelle station, il y avait des programmes en français, sur ondes moyennes, en arabe et en espagnol, toujours en ondes moyennes. Après, en ondes courtes, il y avait de nombreuses émissions dans de nombreuses langues, puisque je crois qu'il arrivait jusqu'à avoir 22 langues différentes en ondes courtes. Principalement des émissions religieuses. Il y a eu quelques diffusions, je me souviens de quelques diffusions d'émissions en langue africaine. D'accord. Donc, si je résume, les ondes moyennes, c'était le programme français, et sur les ondes courtes, on avait une sorte de patchwork d'émissions diverses dans toutes les langues, et essentiellement des émissions religieuses, hein, c'est bien ça? Oui. Sur quelques émissions en langue africaine qui n'étaient pas des émissions religieuses, celles-là. D'accord. Mais il y en a eu très peu. Je ne me souviens pas en avoir diffusé beaucoup, quoi. Et elles étaient réalisées sur place, ces émissions, ou bien c'était des... Non, pas du tout. C'était des disques qui vous parvenaient ou... Alors, les disques... la plupart des émissions religieuses étaient sur disques de cire. Oui. C'était des disques de 40 cm qui avaient une particularité, c'est que lorsque l'émission dépassait une face entière de disque, le disque suivant enchaînait en partant de l'intérieur du disque. D'accord. Ah oui. Pour une question de qualité, puisque l'enregistrement
d'une même parole sur l'extérieur du disque ou sur l'intérieur du disque présente des petites différences. D'accord. Et les sociétés, principalement Radio-Canada, qui faisaient les enregistrements de ces émissions, faisaient ces disques où la fin de la première plage s'enchaînait sur la seconde en partant du centre du centre. D'accord. Voilà, ah oui, c'est curieux ça. Oui. Ah oui, peu de gens connaissent cette technique, hein, je crois. Hein. Je voudrais qu'on aborde, Jean-Louis Marquet, je voudrais qu'on aborde aussi l'arrêt de cette station. Pour quelle raison Radio Africa s'est-elle arrêtée ? Alors, Radio Africa s'est arrêtée parce que le sultan du Maroc, qui était en exil, est rentré au Maroc en 1955. Oui. Et le Maroc a retrouvé sa pleine souveraineté en 1956. D'accord. Cependant, ça comprenait également Tanger. Cependant, Tanger a conservé une espèce de liberté que le reste du Maroc n'avait pas. N'avait pas, oui, un statut particulier, quoi. Hein. Oui, au niveau au niveau du commerce, il y avait beaucoup de contrebande depuis Tanger. C'était connu. Une plaque tournante. C'était pas illicite dans la mesure où c'est du matériel ou des choses qui partaient de Tanger. C'était pas de la marchandise qui rentrait sur Tanger, c'est de la marchandise qui partait de Tanger. Donc, oui. le Maroc n'y trouvait rien à redire. Et ça, la situation de Tanger est restée comme ça assez longtemps, plusieurs années. D'accord. Et donc, lorsque ce sultan a repris son pouvoir, donc il a décidé. Il y avait plusieurs radios privées en dehors de Radio Africa. Voilà, quelle était sa décision vis-à-vis de ces radios, donc? Bon, alors en 1959, il a été décidé que ces radios seraient nationalisées. Radio International, qui était le principal concurrent de Radio Africa, a décidé de rendre l'émetteur au Maroc. La petite radio locale, je ne sais pas trop ce qu'elle a fait, mais je crois qu'elle a également rendu son matériel aux Marocains. Oui. Jacques Trémoulet, pour lui, il n'en était pas question. Il avait beaucoup investi, il voulait sauver ce matériel, donc l'ensemble du matériel a été déménagé de façon assez bizarre parce que l'équipe technique est restée 5 semaines sur place à travailler, à dormir sur place dans la station pour démonter petit à petit tous les émetteurs et les antennes. Donc le technique, c'était vous aussi, vous étiez parmi cette équipe, oui. Donc pendant 5 semaines, démonter les antennes par petits bouts. Et les émetteurs. Tout. Et les émetteurs, oui. Et le centre également de groupe électrogène. À telle enseigne que quand on a arrêté le plus gros émetteur, qui était le plus cher, on est passé, les émissions, on les a fait passer sur l'émetteur qui était moins puissant. Donc localement, dans Tanger, personne ne s'en est rendu compte. D'accord. Et ainsi de suite. On est descendu sur un 3e émetteur également comme ça. Et pendant ce temps, on démontait également les antennes. On a démonté les antennes. Ah oui, oui. Et je me souviens que j'étais à l'émetteur, au centre émetteur, avec d'autres collègues, quand est arrivée une Jeep avec une personne de la justice, un huissier ou je ne sais trop ce qu'il était, ou un juge, pour voir où en était faire un constat, la station. Un constat, il était accompagné d'un huissier, je pense. D'accord, oui. Et quand il est arrivé, il a été complètement soufflé, parce qu'il y avait, en tout et pour tout, il n'y avait que des poteaux en bois qui n'ont aucun intérêt dans la station elle-même. Et il y avait, la seule chose qui était intéressante, c'est qu'il y avait des moteurs, des groupes électrogènes qui alimentaient la station, parce qu'il y en avait 2. Il y en avait un qui était sur un semi-remorque, prêt à partir pour être embarqué. Et c'était le seul qui y avait encore sur la station. D'accord. Il faut préciser que quelques jours après, ce même camion est parti et l'ensemble du matériel est parti.
Donc vraiment, on peut dire les derniers jours, quasiment, avant le 31 décembre 59, le matériel était déjà en grande partie... Oui, ça a été fini un peu après Noël, sur le mois de janvier 60. D'accord. Parce qu'on a passé Noël et le premier de l'an sur place. Sur place. Oui, le directeur général, Jean de Bournay, avait d'ailleurs organisé une soirée avec les épouses de ceux qui étaient mariés. Et puis on a passé le soir de Noël et du premier de l'an avec un repas sur place dans la station. D'accord. Et ce matériel a été envoyé où, en fait? Alors, il est parti au port-franc de Barcelone. D'accord. Voilà. Donc on attend peut-être d'être redirigé sur d'autres stations. Après, une petite partie est allée sur Andorre, un peu de matériel basse fréquence, et puis également l'émetteur, le petit émetteur, l'émetteur le plus faible, onde courte, qui est toujours à Radio Andorre. Oui, à Caen donc, oui. Ouais, et puis quelques matériel de pylône des antennes ondes courtes. Tout le reste est parti après à Radio Antilles, à l'île de Montserrat. D'accord. Donc le principal émetteur est parti plutôt pour Radio Antilles à Montserrat, et puis le petit émetteur onde courte à Andorre. Il a dû partir dans les années 63 par là. Il a dû rester jusqu'en 63 au port franc de Barcelone. D'accord. Alors le matériel est parti, mais donc l'équipe, je crois que donc vous, c'est en 1960 que vous arrivez donc en Andorre. Si j'ai bien compris, il existait déjà quand même une équipe sur place en Andorre, aussi bien une équipe technique qu'une équipe de programme. C'est comment votre arrivée, votre intégration à cette équipe déjà en place? Est-ce que ça a provoqué des tensions ou tout s'est bien passé? Bien, écoutez, d'abord on a quitté Tanger. Jacques Trémoulet avait proposé à l'ensemble, je dis bien à l'ensemble du personnel qui voulait se suivre sur l'Europe, de venir. Bon, je crois qu'au total, on a été entre une quinzaine et une vingtaine à accepter de venir en Andorre, oui, avec l'annonce que ce serait provisoire. D'accord. Il y avait des projets ailleurs. L'équipe qui avait décidé de le suivre est partie de Tanger jusqu'à Gibraltar. Et de Gibraltar, on a pris un bateau qui nous a laissés à Barcelone. Oui. À Barcelone, Jacques Trémoulet nous attendait avec le directeur de Radio Andorre, M. Dahlquist, et il a décidé, l'équipe administrative et des programmes est allée directement en Andorre, et l'équipe technique a eu droit à un mois de congé. Alors c'était d'une part, compte tenu de l'effort qu'on avait fait pour tout démonter, matériel, etc., oui, sûr, mais c'était, je pense aussi, pour que l'afflux de personnel de Radio Africa ne soit pas trop important d'un seul coup, oui, sur Radio Andorre. D'accord. L'équipe programme a rejoint Radio Andorre dans les tout premiers jours de février. Oui. Donc c'était essentiellement aussi votre frère, hein, Gilles Marquet, dont Gilles Marquet, voilà. Il y avait des animateurs, il y avait du personnel administratif, oui, qui avait suivi. Donc eux ont été intégrés tout de suite dans l'équipe de Radio Andorre dès le début février. Parce que le voyage de Gibraltar à Barcelone s'est fait dans le 30 ou 31 janvier, je me souviens plus, oui, 1960. D'accord. Et l'équipe technique, elle, a été intégrée début mars. Alors nous allons revenir sur votre arrivée en Andorre après ce disque de Sidney Bechet dans les rues d'Antibes.
toujours avec Jean-Louis Marquet, ex-directeur de Radio Andorre. Nous avons évoqué son passage sur la station Radio Africa à Tanger, ainsi que la fin de cette station en 1959. Nous sommes donc au printemps 1960. Une partie de l'équipe d'animation de Radio Tanger a rejoint le studio de Radio Andorre en février 1960 et l'équipe technique arrive, elle, début mars 1960. Alors quand vous arrivez en Andorre et plus particulièrement à l'émetteur, donc situé à Ancamp, comment s'est passée votre arrivée ? Je suppose qu'il y avait déjà une équipe technique en Andorre. Oui, le directeur technique, qui était déjà âgé, M. Kilmeyer, a pris sa retraite dans le courant des années 60. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est Arnold de Coller, qui était le directeur technique à Radio Africa, qui a pris la direction de Radio Andorre. Ah, d'accord. La direction technique. Et vous, votre fonction en Andorre, c'était quoi exactement donc ? Eh bien, j'étais comme d'autres collègues qui arrivaient de Radio Africa. On a rejoint les techniciens qui étaient sur place et qui étaient en petit nombre en réalité. Oui. Et alors que l'équipe technique de Radio Africa qui est arrivée, nous devions être au moins 6 ou 7. Mmh. Ce qui fait que l'équipe s'est trouvée très gonflée sur le moment, mais on a entrepris des travaux qui a fait qu'on n'était pas de trop. Notamment, on a fait l'augmentation de puissance de l'émetteur. Il faisait à peu près 100 kW, parce qu'il faut dire que c'est un émetteur qui, au tout départ, en 39, faisait 35 kW, oui, qui avait été boosté un petit peu par les techniciens précédents, oui, oui, à 100 kW à peu près, et là, nous, on l'a poussé en rajoutant un tube de puissance supplémentaire, 125 kW à peu près. Voilà, qui était sûrement son maximum, j'imagine. Ouais, ce qui était dérisoire en fin de compte. Ce qui était dérisoire par rapport, oui, à l'époque, les nouvelles stations qui apparaissaient. Je crois que Radio Luxembourg faisait 500 kW, donc c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes dimensions. Hein. On a refait également, à ce moment-là, on a modifié très sensiblement l'antenne. On reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien, sur le détail des travaux que vous avez menés donc en Andorre, sur les antennes et l'émetteur. Je voulais aborder, Jean-Louis Marquet, un autre sujet, donc dans les années 60 en Andorre. Je sais qu'au début des années 60, la principauté d'Andorre a envisagé d'accorder le droit d'émettre sur son sol à d'autres radios européennes. Est-ce que vous avez eu vent de ces autres projets, autres que celui qui était déjà initié par la Sophie et qui s'appelait Andorre Radio, qui deviendra ensuite la Radio des Vallées et puis Sud Radio. Est-ce que vous avez entendu parler d'autres projets qui étaient prêts à s'installer en Andorre ? Oui, mais enfin, rien de très sérieux, je crois. Il y a toujours des rumeurs dans ce domaine, et j'ai jamais entendu parler de quelque chose de concret qui pouvait aboutir. Je pense que les endroits en avaient assez avec deux radios. Déjà pas mal pour un petit pays, pas très nombreux. Ouais. Alors, je voudrais savoir comment se passaient vos relations. Alors, parce que quand vous êtes arrivé, il y avait donc deux radios, effectivement. Il y avait Radio Andorre, où vous êtes arrivé, et puis il y avait la Radio des Vallées. Alors, comment se passaient les relations entre les directions des deux stations ? Est-ce qu'il y avait des contacts entre les équipes ? Non, très très peu. Au fil du temps, il y avait eu quelques contacts avec des directeurs de Sud Radio qui tournaient. C'était, je ne sais pas combien il y en a eu, mais enfin il y a eu pas mal de directeurs sur la période 60-81. Moi j'ai eu quelques contacts, mais très peu, avec Monsieur Robert. Oui, Jean-Louis Robert, parce qu'on se rencontrait sur des réunions avec les autorités andorranes ou des choses comme ça. Alors on échangeait un peu. De plus, il avait ses enfants dans la même école que les miens. Et j'ai eu quelques contacts avec Thierry Bernard, mais davantage après la fermeture des stations, quand je me suis retrouvé, moi, à RTL et lui à Sud Radio. Mais autrement, il y avait pratiquement pas de contact. Tout au moins au niveau de
et des cadres la direction. Mais il y a eu quand même beaucoup de transfuges d'animateurs, de techniciens entre Radio Andorre et Radio des Vallées, donc ça veut dire que au niveau de l'équipe et du personnel, il y avait forcément des contacts. Et puis bon, l'Andorre est un petit pays, donc il est difficile de s'éviter quand on se croise dans la rue. Et moi, je voulais savoir, je vais juste une petite question. Est-ce que vous avez été sollicité une fois par vos concurrents pour occuper un poste à Sud Radio ou pas? Jamais. Non, pas Ils ont du tout. jamais pensé à vous appeler. Non. D'accord. Non. Non. Mais je pense Ça serait pas bien passé, quoi. Ça rien. Ça aurait été une réponse négative. Jean-Louis, je voulais aborder maintenant un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre. C'est en 1961, il y a eu un contrat avec l'Espagne. Alors, ce contrat a été signé entre les dirigeants de Radio Andorre, c'est-à-dire à l'époque donc Jacques Trémoulet, et puis la radiodiffusion espagnole qui était la RTVE, qui délégua d'ailleurs une société pour s'occuper de ce contact qui s'appelait ERASA. Alors il apparaît que ce contrat prévoyait la cession des installations techniques aux Espagnols et le maintien de la gestion du poste par Jacques Trémoulet jusqu'en 1981. Alors est-ce que ce contrat a été réellement mis en place concrètement ? Est-ce que la société ERASA intervenait directement dans l'achat de matériel à l'émetteur d'Encan ? Et aviez-vous eu à cette époque des contacts avec ERASA ? Alors, d'une part, ce contrat entre ERASA, au même titre que la Sofirad et le Conseil général, a été le passage obligé pour Jacques Trémoulet. Parce que l'Andorre souhaitait que les sociétés qui signaient ce contrat soient des sociétés représentatives de l'État, de l'Espagne d'un côté, de la France de l'autre. Donc pour Jacques Trémoulet, c'était le passage obligé ou disparaître directement. Le contrat, bien sûr, il y a eu avant, non, il y a eu un contrat avec ERASA et Jacques Trémoulet. Ce contrat, d'ailleurs, a été signé après le contrat du Conseil général. Donc il y avait deux phases en fait. Il y avait un contrat entre Jacques Trémoulet et ERASA pour définir le type de collaboration, j'imagine. Et puis ça devait être suivi donc d'un contrat avec les autorités andorranes qui était un contrat de concession en fait, un nouveau contrat de concession si j'ai bien compris. Autrement dit, le Conseil général ne connaissait que ERASA au niveau des contacts du droit. Il n'avait pas de contact officiel avec l'équipe de Jacques Trémoulet. Le signataire était ERASA, le Conseil général connaissait ERASA. Autrement dit, si quelque chose allait mal avec Radio Andorre, c'est à ERASA qu'il fallait s'adresser. Oui. Or, ERASA n'est jamais intervenu ni dans l'achat de matériel, ni dans l'administration, ni dans les programmes de Radio Andorre, à aucun moment. Et il n'est intervenu que pour réclamer ou se plaindre de certaines attitudes ou de certaines choses qui pouvaient se passer à Radio Andorre. Mais il faut signaler que ERASA, c'était en fait une coquille vide, en ce sens que même son adresse était fictive. À ce point, c'est que les courriers que nous adressait le Conseil général pour transmettre à ERASA nous revenait automatiquement avec adresse inconnue. Ce qui fait que moi, en 74, je crois, une année près, ça doit être ça, j'ai demandé à l'ancienne secrétaire de Jacques Trémoulet, Rita Orozco, si elle voulait bien faire une démarche à Madrid avec un huissier et de se rendre à l'adresse supposée d'ERASA. Pour voir s'il y avait quelqu'un, avec un huissier pour faire un constat de présence ou d'absence de société à cette adresse. À cette adresse. Or, cette adresse correspondait à un magasin qui vendait des produits religieux, des statuettes, des choses comme ça. Pas beaucoup de rapports. Complètement absent. Il a fallu, je crois, attendre 79 ou une chose comme ça, je verrai après si ça me revient, pour qu'à l'envoi d'une lettre du Conseil général qui nous avait été adressé, nous on avait signalé à ERASA comme d'habitude l'adresse qui était fausse, et ERASA s'est mis en colère en disant de transmettre la lettre à RTVE, la télévision espagnole, RTVE, ou à la donner au censeur, on y viendra peut-être. Bon, ce que nous avons refusé. Et ils ont changé d'adresse, ils ont établi une nouvelle adresse officielle
deux ou 3 jours après. D'accord, donc une sorte de boîte aux lettres, quoi, en fait, au moins Oui, pour recevoir le courrier, quoi. Oui, je crois qu'elle était la nouvelle adresse officielle était RTVE. Donc j'imagine qu'il n'y avait même pas d'interlocuteur, vous n'aviez même pas un interlocuteur ERASA en Andorre qui venait vous voir Non, avec ERASA, il n'y avait pas d'interlocuteur direct. Il y avait souvent des échanges, il y avait eu des échanges de courriers. C'est très drôle parce que les lettres d'ERASA commencent, c'est une formule un peu traditionnelle en Espagne, par cher ami ou cher chose ça, même quand c'est pour s'engueuler. Oui, c'est ça, oui, c'est même vraiment la formule de politesse. Très cher ami, et puis aussitôt on recommence à vous faire des reproches. C'est ça, oui. Alors, Jean-Louis, je voulais savoir, après la signature du contrat entre ERASA et Jacques Trémoulet, est-ce que le contrat de concession avec le Conseil général, donc en 61, a été mis en place et a été signé concrètement? Non, je dirais qu'aucune des obligations n'ont été respectées. Les contrats n'ont pas été ratifiés. Et les obligations qui en découlaient n'ont pas non plus été respectées, ni par Sud Radio, ni par Radio Andorre. D'accord. Il devait être en fait signé par les deux coprinces, quoi. Donc aucun des coprinces n'a ratifié le contrat, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Et Radio Andorre, les concessions devaient payer une redevance en fonction du chiffre d'affaires. Oui. Et ça n'a jamais été, en ce qui concerne Sud Radio, je crois que eux non plus n'ont pas payé. Et Radio Andorre n'a pas payé parce qu'il n'y avait pas de recettes suffisantes. D'accord. Même pour honorer les contraintes dans ce domaine. Donc voilà, donc aucune des applications du contrat non signé, non ratifié n'a jamais été appliquée, y compris donc le versement d'une redevance en fait au Conseil général. Donc c'est bien ça. Hein. Rien n'a été appliqué. Donc si j'ai bien compris. Non, Radio Andorre payait une petite redevance, je crois assez symbolique, même si je devrais connaître le chiffre parce que j'ai été concerné, mais je ne me souviens pas, au coprince. D'accord. Au coprince épiscopal. Ah oui, donc il y avait une petite redevance versée au coprince épiscopal, voilà, symbolique. D'accord. Oui. Bien. Nous allons faire une petite pause musicale avec Nina Simone, My Way. Et puis nous reprendrons notre conversation et vous nous en direz plus sur les travaux que vous avez entrepris à votre arrivée en Andorre. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. But through it all, when there was doubt, or and despite it all, I faced it all, and I stood tall and did it my way.
had my fill, my share of losing. Now as tears subside, find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Oh, no, 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 not me. I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, not the words of one who needs. Record shows I took the blows, I did it my way. Jean-Louis Marquet, je voudrais qu'on revienne maintenant sur ces histoires de travaux et de rénovation des antennes qu'on avait abordées tout à l'heure. Revenons sur donc cette nouvelle mise en place d'une installation technique. Alors, dès votre arrivée en Andorre, vous avez été chargé de mettre en place donc un nouvel émetteur, qui est un émetteur Brown-Boveri, et puis vous avez entrepris donc des nouveaux travaux au niveau des antennes qui se trouvaient au lac d'Angolasters, et du feeder qui reliait donc le nouvel émetteur d'Ancan et les antennes qui étaient en contre-haut. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consistaient ces travaux? Bon, tout d'abord, en arrivant, l'équipe de Tanger a entrepris des travaux que l'équipe locale ne pouvait pas entreprendre. Oui. Parce que trop peu nombreux. Ils n'étaient pas assez nombreux pour entreprendre des travaux importants. L'équipe locale était davantage pour l'entretien de l'émetteur et la surveillance quand l'émetteur était en marche. Donc ils n'avaient pas de disponibilité de temps pour aller faire des travaux d'antenne, etc. Ouais. Bon. Donc en arrivant, l'équipe sous le contrôle de Arnaud de Colère, on a entrepris l'augmentation de puissance, comme je disais tout à l'heure, oui. De 100 kW à 125 kW à peu près. D'accord. Et avec certaines petites modifications d'ordre technique. Mm-hmm. Et simultanément, on a entrepris de modifier l'antenne. L'antenne était une antenne horizontale avec un câble d'alimentation verticale tendu entre les deux pylônes existants. D'accord, donc l'antenne, en fait, si je simplifie, pour les gens qui n'ont pas trop de connaissances techniques, c'est un fil qui reliait les deux pylônes existants. Donc un fil horizontal, c'était ça l'ancienne antenne. Voilà, oui, isolé au niveau aux extrémités.
Et ça a été remplacé par un prisme qui, horizontal, était d'environ 1 mètre de diamètre, constitué de nombreux fils, de nombreux câbles de cuivre. Et verticalement, il y avait un autre prisme de l'ordre de 30 cm de diamètre à peu près, D'accord. qui alimentait donc cette partie d'antenne. Donc c'était un travail assez important. Et fin 61, Arnaud de Colère est reparti vivre en Suisse. Oui. Et a réintégré Bront-Bovry d'où il venait au départ. Ah d'accord, c'était un Suisse donc, monsieur Oui, Colère. c'était un Suisse D'accord. qui venait de Bront-Bovry, D'accord, ok. qui était venu avec l'installation de l'émetteur à Tanger dont on a parlé, un émetteur de 125 kW. D'accord. Et là, donc, il a rejoint son ancienne entreprise. Oui. Et j'ai été nommé directeur technique. D'accord. Donc là, c'était en 61, c'est ça? Ça, c'est en 61. 61. Et à cette époque, il y a une partie du personnel qui a quitté Radio Andorre. Et il y a un garçon qui s'appelait Georges Fourer qui est parti travailler en Arabie. Il avait dégoté un contrat intéressant. Et un autre qui s'appelait Joseph Horat, qui lui est parti en Libye. D'accord. Et j'avais moi-même un contrat de même nature pour partir en Libye. Mais d'une part, j'étais marié depuis peu, et je ne me voyais pas partir en Libye avec mon épouse. Je comprends, oui, bien sûr. Oui. Et simultanément, j'étais devenu directeur technique. D'accord. Donc, par la suite, les travaux, à la suite du contrat de 61, Sud Radio a décidé d'augmenter sa puissance, d'installer une nouvelle station, etc. Et Radio Andorre ne pouvait pas rester sans rien faire. Oui, bien sûr. Puisque sur le principe, on avait la liberté de développer la station. Avec l'apport, enfin, les études faites par Bront-Bovry, Suisse, et Bront-Bovry, Allemagne, il a été décidé de faire une station au point de vue émetteur de 2 émetteurs de 250 kW chacun, ce qui faisait 500 kW groupés, de systèmes d'antennes qui étaient constitués de 2 pylônes de 180 mètres et la puissance d'origine de 500 kW permettait d'avoir une PAR, c'est-à-dire une puissance apparente rayonnée, de 1000 kW. D'accord. Voilà. Et le système était réversible, c'est-à-dire que c'est un système directionnel soit vers la France, soit vers l'Espagne. Soit vers l'Espagne, oui. Avec en plus un diagramme de jour et un diagramme de nuit. Oui. C'est-à-dire favoriser la propagation de jour ou favoriser la propagation de nuit. C'est un système complexe et qui était, normalement, les antennes devaient être installées sur la rive gauche du lac d'Angolaster. Oui. Quand il a été question de faire ce projet, on a commencé à monter l'émetteur. L'émetteur a été monté en 63. Oui. Les travaux d'antenne étaient très avancés parce il fallait faire une route qui permettait d'arriver jusqu'au lieu des antennes. Oui, je comprends. Et puis également des travaux de génie civil importants, des massifs de béton pour des antennes de 180 mètres qui résistent à des vents importants. Ce sont des massifs de béton excessivement importants. Donc si je comprends bien, Jean-Louis, vous aviez décidé de changer en fait les antennes, c'est-à-dire de les remplacer par des antennes différentes, quoi. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est un système d'antennes très complexe. Et changer les pylônes également. Donc le pylône lui-même restait. C'était des pylônes neufs de 180 mètres. Et c'est des pylônes qui faisaient plus d'1 mètre de côté, triangulaires. Et chaque partie de pylône de 6 mètres faisait une tonne. C'est quelque chose de très important. Bien sûr. Et avant d'entreprendre ces travaux, j'ai été voir le directeur local de la société de fourniture électrique, la FASA. Oui.
qui était l'entreprise qui fournissait l'électricité à toute la principauté. C'est ça. À toute la principauté. Oui. C'était par correction d'une part, d'autre part Bien par sûr. obligation, parce que il y avait 2 pylônes du FIDER qui devaient être implantés sur l'emprise du lac. Oui. Donc on pouvait pas sérieusement envisager de mettre en place des pylônes sur des terrains qui étaient exploités par la FASA sans les prévenir. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, donc j'ai rencontré le directeur général, M. Vils, et je lui ai porté l'ensemble du projet, Oui. et surtout les cartes concernant l'implantation des antennes, d'une part, Bien sûr. et des pylônes de FIDER. Mhm. Bon, il n'y a pas eu de problème, aucun. Alors le FIDER, je le rappelle, pour les auditeurs non spécialistes, c'est le câble qui relie l'émetteur du bâtiment d'Ancan aux antennes qui se trouvent en contre-haut au lac d'Angolasters. C'est une ligne qui transporte le courant, Voilà. la fréquence d'émission. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous avez rencontré donc le patron de la FASA pour lui soumettre le projet, je dirais pour la forme, et puis aussi parce que vous aviez besoin effectivement d'une puissance suffisante pour pouvoir alimenter les nouvelles installations. Donc vous l'avez rencontré et bon, quelle a été donc sa réaction Aucune remarque désobligeante ou contraire à l'intérêt de notre projet. D'accord. Et je dirais même mieux que ça, c'est que l'entreprise qui nous faisait les travaux, qui s'appelait Aikasa, qui en fait, cette entreprise de travaux publics, la FASA était actionnaire de cette société. Donc ils étaient parfaitement au courant de l'ensemble des travaux qui se faisaient, quoi. D'accord. Mais alors, moi j'ai eu vent quand même qu'il y a eu un blocage de la FASA qui a fait arrêter les travaux. Alors comment se fait-il que vous ayez eu d'abord un accueil, je dirais plutôt favorable ou dans le pire des cas disons neutre, et que tout à coup la FASA a décidé de bloquer les travaux et quels arguments furent avancés pour justifier cet arrêt des travaux? Alors les arguments sont grotesques. Mais à partir du moment où ils avaient décidé qu'il fallait arrêter les travaux, n'importe quoi était permis. Ils ont avancé que ça pouvait faire exploser le barrage. Ça pouvait faire exploser le barrage. Oui, d'une part. D'autre part, que ça pouvait affecter l'intégrité génétique des gardiens du lac. Oui. Et puis que, troisièmement, que c'était une partie qui n'était pas constructible. Les terrains n'étaient pas constructibles. Oui, c'était une partie. On était dans un bois, je crois. Hein, c'était de la forêt qui est autour du lac. Non, oui, il y avait un peu de forêt. C'était un plat qui était juste au-dessus du lac, à une centaine de mètres à peu près du lac. Oui. Et donc, alors qu'il y a toujours eu quand même 2 pylônes à cet endroit, quoi qu'il arrive. Les pylônes existaient déjà depuis 1939, quoi. Oui, mais sur la rive droite. Ah oui, c'est ça. D'accord, là, on n'était pas tout à fait au même endroit. Sur la rive gauche. D'accord. C'était sur la rive gauche, mais ça changeait rien. Je dirais même que les nouveaux pylônes étaient un peu plus éloignés du lac que n'étaient les pylônes existants. Donc, on connaît les motifs, bien sûr, derrière tout ça. Dans le passé, Radio Andorre a dû faire face à de nombreuses entraves. Celle-ci vient s'y rajouter. Il faut se poser la question. À qui profite cette procédure? À une entreprise qui dépend d'une société étatique française qui voyait d'un mauvais œil le développement technique de Radio Andorre. Cette société est suffisamment puissante pour agir indirectement sur la FASA. D'accord. Et donc ils avaient une influence à la FASA? Non, c'est pas la FASA, mais ça s'est joué certainement dans des sphères beaucoup plus hautes, en ce sens que la FASA appartenait à un homme d'affaires très important, Miquel Matteo. Oui, qui était espagnol, enfin barcelonais, je crois, c'est ça, qui était le créateur de la FASA, qui est propriétaire d'Hispano Suiza, homme d'affaires important, ancien ambassadeur d'Espagne en France,
donc quelqu'un d'extrêmement puissant. Oui. Mais il faut savoir que la FASA n'était pas en mesure d'alimenter en électricité la demande andorrane. D'accord. Il Parce fallait que importer. Leurs moyens de production étaient Limité. très, très insuffisants. Par D'accord. conséquent, pour pouvoir alimenter la demande andorrane, ils étaient obligés d'importer du courant espagnol ou français, mais principalement français. D'accord. Il suffisait de dire à M. Mathéou qu'il pourrait y avoir des coupures, qu'il pourrait y avoir peut-être manque d'alimentation Oui. de la FASA par le courant français, Oui. pour que ça lui pose de très gros problèmes. Bah oui, je comprends. C'est des pressions finalement qui étaient. Voilà, on connaît ça aujourd'hui maintenant. Hein, la fourniture d'énergie, ça rend dépendant, quoi. Hein. Voilà, donc c'était un petit peu ça, une dépendance, quoi. Hein. Oui, on en conclut que ça a été comme ça, que la chose s'est passée comme ça, mais qu'en réalité, on n'a rien pour le prouver. Bah j'imagine, oui, bien sûr, Ouais. ils sont pas venus vous le dire. Voilà. Bon. Voilà. Donc, à la suite de ça, dès que ça a été acté, que j'étais à la station quand il est venu le bail avec un huissier pour indiquer qu'il fallait arrêter immédiatement les travaux. Oui. Et quand je dis bien immédiatement, cette intervention s'est faite la veille du jour où on commençait à monter le pylône. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire l'ensemble des éléments des deux pylônes étaient montés au sol. Oui. Parce que chaque élément de 6 mètres est constitué de 3 gros tubes et puis des ferrailles. Et tout ça avait pris beaucoup de temps à préparer. On était à la veille du commencement de l'érection des pylônes. D'accord. Et Donc là, on est sur quelle année à peu près? On est en quelle année là? 63. En 63, Oui. d'accord. Ou début 64 peut-être. Oui. Et à ce moment-là, le bail m'a signalé qu'il fallait arrêter et que si je n'arrêtais pas, ben, je risquais d'avoir des poursuites personnelles importantes. Et donc, on stoppe immédiatement. D'accord. On prévient M. Jacques Trémoulet, Oui, bien sûr. qui me demande de me rendre à Barcelone avec tous les éléments du dossier pour mettre au courant l'avocat qu'il a choisi. D'accord. Il s'agissait de Joaquín Viola, un avocat très, très connu, et que j'ai rencontré à Barcelone, à qui j'ai tout exposé et qui a pris le dossier en main. D'accord. À noter, entre parenthèses, que cet avocat est devenu maire de Barcelone en 1975. Ah oui. Il a été assassiné d'une façon horrible en 1976 par l'ETA. Voilà. Donc en fait, cet avocat a intenté une action en justice pour défendre les intérêts de Radio Andorre. Oui, mais ça a pris beaucoup de temps, comme vous le savez. Bah oui. Oui. Et que quand le verdict est arrivé, eh bien, même si on avait gagné, on a tout perdu parce que entre-temps, une bonne partie du matériel était parti aux Antilles, des pylônes. Donc ce verdict est arrivé à peu près quoi dans les années 70 Oui. Ah, c'est ça? Oui, je crois que c'est 73, je crois. Oui, donc c'est quasiment presque 10 ans après le déclenchement de l'affaire, quoi. Oui. Hein. Il a fallu 10 ans pour que la justice... Alors la justice vous a répondu positivement, finalement. Oui, positivement, mais trop tard, quoi. Ça ne servait plus à rien. D'une part, l'ensemble du matériel était... Enfin, pas l'ensemble, mais une bonne partie du matériel était parti. Seul l'émetteur 250 kW marchait, fonctionnait. Et il était trop tard en cette époque de se relancer dans des travaux de cette importance, alors que le matériel était parti, puis qu'on était à une échéance de moins de 10 ans. Donc c'était pas intéressant de se relancer dans cette affaire. Donc en fait, si je résume, les deux nouveaux piliers n'ont jamais été montés. Non, jamais. La station a continué à utiliser les deux anciens piliers qui étaient donc sur l'autre rive du lac, hein, si j'ai bien compris. L'antenne en elle-même, est-ce que c'était... Donc avant, on avait une antenne horizontale, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que c'était toujours le même type d'antenne qui fonctionnait? Non, on a essayé d'améliorer un peu.
les pylônes existants sont des pylônes de 120 mètres. Oui, Et on en a transformé un, ils n'étaient pas isolés à la base. d'accord. Et on en a isolé un à la base pour qu'il soit autoradiant par lui-même. Hein. D'accord. Voilà. Donc Donc en fait, on avait une sorte d'antenne verticale qui était constituée par le pylône lui-même, quoi. Si oui, j'ai oui, bien de compris, 120 hein. mètres. Comme C'est ça. Ce sont souvent des pylônes, des antennes de ce type pour les ondes Oui. moyennes. Oui, On a d'accord. construit une cabine d'antenne à la base Oui, et on a fait cette transformation, c'est-à-dire on a mis un isolateur sous le pylône qui était fixé au sol normalement. Et là, voilà. voilà. Donc on avait un pylône isolé qui pouvait permettre d'être une Autoradiant. antenne en fait, hein, une antenne. Et le deuxième pylône alors en fait il servait à quoi? Il ne servait plus à rien. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc Et il était là toujours- mais il servait à plus rien. Ouais. Non, non. Et ils sont toujours là-bas, ils sont toujours. Ben oui, bien sûr. On a toujours deux antennes sur le bord du lac dans l'ouest. Ouais. Alors j'avais une petite question que je voulais quand même vous poser. Tous ces travaux, ils avaient été financés donc en 61, 62, 63. Il y a eu donc quand même des investissements d'engagés. Et ça avait été financé par qui ces travaux? Est-ce que c'était financé par Jacques Trémoulet? Est-ce que c'était financé par Jacques Oui. Trémoulet. Je ne connais pas le détail de la façon dont il pouvait financer ses travaux. Oui. Est-ce qu'il avait des associés? Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux pour le dire. Non. D'accord. Bon, mais enfin, en tous les cas, c'est pas, il n'y a pas de capital qui serait venu d'Espagne, d'Airaza ou. Non, ah non, ce soit. surtout pas. Non. Surtout pas. D'accord. Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir.
c'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. C'était Extra avec Léo Ferré. Alors cette belle programmation musicale nous est offerte par monsieur Jean-Louis Marquet, l'ancien directeur de Radio Andorre. Causerie en air avec Jean-Louis Marquet et Jean-Marc Prince. Alors Jean-Louis, moi je parcourais souvent la presse radiophonique et dans les années 60, on annonçait régulièrement des augmentations de puissance de Radio Andorre. C'était quasiment récurrent. Quelles furent véritablement les évolutions de la puissance de la station donc dans les années 60 et au-delà? Vous m'avez dit donc qu'on était parti d'une puissance d'environ 100 kW, je crois, hein, quand vous êtes arrivé, c'est ça, hein. Oui. Donc là il y a eu combien de phases à peu près? Enfin, voilà, quelles furent les augmentations successives de la puissance? Eh bien, jusqu'en 63, on a augmenté à 250 kW avec l'émetteur neuf de Brome-Boveri et puis une amélioration côté antenne. Cela dit, ce n'était pas suffisant pour avoir un niveau de réception satisfaisant dans les régions qu'on souhaitait toucher, principalement Toulouse. Il faut dire que le choix de l'Andorre pour faire une station onde moyenne est un choix catastrophique sur le plan technique. Ah bon, on pourrait penser le contraire parce que c'est haut, non, mais c'est pas le cas. La montagne est quasiment le contre-exemple de ce qu'il faut faire. Ah bon, d'accord. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'être haut pour être entendu. Il faut que ce qu'on appelle la conductivité du sol soit satisfaisant. Oui. Or, ce sont des mesures qui vont en millisiemens jusqu'à un niveau très élevé pour une conductivité qui concerne la mer. Mais le fait de s'être installé en Andorre était dû à une situation en France qui allait faire disparaître les stations privées. Oui. Et Jacques Trémoulet était parfaitement au courant puisque non seulement il suivait ça de très près, mais il a été vice-président d'une commission interministérielle qui était destinée à statuer sur le maintien ou la disparition des radios privées. Des stations privées. Or, la tendance était très nette pour la disparition des stations privées. Des stations privées. Ce qui a été le cas à la Libération, voilà, c'est à ce moment-là que un monopole d'État s'est imposé, quoi. Voilà, faut pas oublier que en plus c'était le Front populaire et que ils étaient contre la radio privée, quoi. Voilà, ils étaient contre la radio privée. Donc l'argument technique quand il s'est installé en Andorre n'avait été secondaire. Puisqu'il n'y avait pas d'autre endroit où il pouvait mettre une station. Ah oui, il n'y avait que le Luxembourg qui était déjà occupé, Monaco et l'Andorre, quoi. Voilà. Modo, hein. Et Luxembourg, il ne faut pas oublier qu'il a été le premier à vouloir installer une station au Luxembourg. Oui, il a été le premier projet de création d'une station à Luxembourg, c'était Jacques Trémoulet, quoi. Et c'est d'ailleurs le directeur qui était là quand j'y étais, Monsieur Degois, qui s'était occupé du dossier luxembourgeois à l'époque. C'est ça, voilà. Donc là, on est au début des années 30, quoi, hein, fin des années 20 même, je crois. Hein. Bon, ce projet s'est jamais réalisé puisque c'est une autre société qui a créé Radio Luxembourg, quoi. Hein. Oui, peut-être parce qu'il a voulu brûler un peu les étapes. Et n'a pas peut-être tenu correctement de l'administration locale. Oui, c'était la fougue toulousaine face à le luxembourgeois qui est plutôt quelqu'un qui prend son temps. Voilà. Bon. D'accord. Écoutez, on a fait le tour un petit peu donc de cette histoire des travaux. Donc finalement, si je résume, les augmentations successives de puissance de l'émetteur Brome-Boveri n'ont pas été suffisants pour améliorer les conditions d'écoute de la station. Non. Et donc
En Andorre, en réalité, il n'y a aucun endroit qui soit satisfaisant pour faire de la radio onde longue. Onde longue Quelques ou de moyenne. personnes qui disent ah oui, mais le lac il permettait de favoriser, d'améliorer. C'est tout à fait faux. Oui. Le lac n'enlevait rien Oui, à la propagation des ondes longues, moyennes. D'accord. Donc en fait, on s'est retrouvé quand même avec une zone de réception, je dirais, une couverture de la station qui allait forcément en rétrécissant puisque d'autres émetteurs apparaissaient partout en Europe et qu'à un moment donné, la place attribuée à chacun a plutôt tendance à se rétrécir, si je comprends bien. Oui, mais il faut dire que j'ai eu l'occasion de faire des rapports sur les ondes moyennes, Oui. et que si on comparait la situation en années 50, et déjà dans les années 60, il y avait une évolution phénoménale par le nombre d'émetteurs qui naissaient, Oui. et la puissance radioélectrique qui était en augmentation. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a une augmentation importante de production électrique, Oui. ça veut dire que ça génère des appareils qui apportent des brouillages, qui apportent un bruit de fond important. Et ce bruit de fond, de l'époque 50 à 70-75, a augmenté de façon très importante. D'accord. Ce qui veut dire que au fur et à mesure que le temps passe, ce bruit de fond augmentant, il faut augmenter la puissance pour compenser ce bruit de fond qui est trop important. Oui. Et puis oui, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire que on augmente d'un côté et puis ça augmente aussi les nuisances pour les autres et ainsi de suite, quoi. Voilà. Alors, en 75, il y a eu on peut aborder le sujet peut-être maintenant, mais si vous voulez, oui. En 75, il y a eu une conférence internationale pour déterminer l'attribution des fréquences et des puissances. Quand on parle fréquence, ça veut dire puissance, situation géographique, altitude, etc. Le de puissance. Oui. Cette conférence était très importante puisque la précédente remontait à 1948. Et qu'entre-temps, il ne s'était rien passé. Ah oui, et puis les choses avaient quand même évolué beaucoup, quoi. Hein. En 1948, c'était un partage entre les vainqueurs. Oui. En 1975, on ne parlait plus de vainqueurs, tout le monde devait être servi. Bah oui, bien sûr. En 1948, les Allemands avaient pratiquement rien reçu. C'est la raison pour laquelle la FM a été développée, puisque pour compenser le manque d'ondes moyennes ou d'ondes longues, ils avaient développé la FM. En 1975, donc, il y a eu cette conférence qui a duré 5 semaines, qui a été très longue à Montreux, et la France devait défendre les fréquences de la Sofirac, donc de Sud Radio, et l'Espagne était censée défendre Radio Andorre. Alors, je me suis rendu, moi, à cette conférence, pas sur la durée de la conférence, je me suis resté quelques jours, et on avait lié de bons rapports avec un fonctionnaire français de l'UIT, qui nous avait facilité pas mal de choses. Et pendant ma présence à Montreux, j'ai rencontré M. Berada, qui était le président de l'IFRB. L'IFRB, c'est le bureau d'enregistrement des fréquences au sein de l'UIT. D'accord. Et cette personne, donc, qui connaissait sur le bout du doigt tous les problèmes de fréquences et de stations, m'a assuré que les 2 stations, Sud Radio et Radio Andorre, que la France ou l'Espagne interviennent ou n'interviennent pas, recevraient une fréquence et une puissance qui leur permettrait de satisfaisante, quoi, voilà, qui leur permettrait même si l'Espagne ne vous soutient pas, ne demande rien, vous aurez quand même votre fréquence. Une fréquence et une puissance. D'accord. Et la fréquence était 701 kilocycles. Oui. Et la puissance 1000 kW PAR. Non, et pour mentir, 900 kW PAR. Puissance apparente rayonnée. D'accord. Voilà. Ce qui était à peu près la puissance que vous aviez, en fait. Hein, Oui, c'est ce qu'on avait en réalité, parce que si on avait porté
la puissance de base à 500 kW, il y a toujours des pertes dans le transport par le feeder. Par le feeder, oui. Il y a toujours quelques pertes. On aurait été dans les clous dans les 900 kW. D'accord. Et là, quand on parle de 900 kW, ça pouvait être 850, ça pouvait être 950. Oui. Et donc finalement, ça s'est passé comment? C'est-à-dire, ça a été la conclusion? C'est ce que vous avez obtenu à l'issue de cette conférence? Oui, tout à fait, officiellement. J'ai deux documents d'ailleurs. Il y a un livre qui est sorti, la compilation de toutes les attributions. Ça concernait la zone européenne, simplement. D'accord. L'ensemble de la zone européenne, ce qui était déjà assez complexe. Ben oui, j'imagine. Et donc, j'ai le document qui indique que Radio Andorre a cette puissance et cette fréquence. Voilà. Voilà. Donc là, on était sur la fréquence 701 kHz. Can't Get No Satisfaction, certainement des morceaux les plus célèbres des Rolling Stones, qui furent d'ailleurs dans tous les hit parades américains, européens, et souvent à la première place, et évidemment aussi dans le hit parade de Radio Andorre, en 65. Jean-Louis, je voudrais qu'on aborde un autre sujet, parce que vous avez été non seulement directeur technique de Radio Andorre, mais aussi directeur général.
Et je voulais savoir, bon, disons que j'ai souvent reçu des témoignages qui faisaient état de différences de traitement entre les collaborateurs andorrans et les collaborateurs français ou espagnols de la station. Alors, les différences, c'est-à-dire des différences de salaire, des accès qui étaient un peu plus limités aux emplois purement administratifs et techniques pour les Espagnols ou les Andorrans, et pas vraiment aux postes d'encadrement ou artistiques. Que vous inspirent ces critiques qu'on a entendues à quelques reprises? Non, moi personnellement, je pense qu'il y avait pas de différence. Simplement, la durée des émissions espagnoles était moindre que la durée des émissions françaises sur l'onde moyenne, et que les émissions espagnoles étaient décidées en accord avec le directeur des programmes sur ce qu'il fallait faire, mais c'est eux qui étaient en quelque sorte les initiateurs de type d'émission qu'il fallait faire. Et c'était en fonction des goûts de l'époque et puis les résultats des émissions, comme dans toutes les radios. Quand une émission ne marche pas, on l'arrête et puis on commence avec autre chose. Bien sûr. C'était le même cas avec les émissions espagnoles. Alors quand Gilles a travaillé comme directeur des programmes, il a observé ça, et puis après quand il s'est éloigné de Radio Andorre, et que c'est lui-même qui avait mis Arti Pereira comme directeur des programmes, et donc il intervenait également, mais en collaboration avec les Espagnols sur les émissions espagnoles. D'accord. Bon. Et quant au personnel, il n'y avait pas de discrimination entre un opérateur français, un opérateur espagnol ou un opérateur catalan. Absolument pas. Il y avait toutes les nationalités au niveau des opérateurs du son et au niveau des techniciens en compte, si j'ai bien compris. Oui. Et puis effectivement, les émissions artistiques, il valait mieux que les émissions en français soient présentées par des Français, les émissions en espagnol par des Espagnols. Oui. Bon. Voilà. Bon, au niveau de l'encadrement, néanmoins, les directeurs de la station ont toujours été des Français. Alors, les directeurs artistiques. Moi j'ai connu 4 directeurs généraux avant moi. C'est-à-dire, il y a eu d'abord Georges Dahlquist qui nous avait accueillis à Barcelone, qui n'est pas resté très longtemps. Puis Jean de Bournay, qui était d'Africa, rarement présent en Andorre, il était davantage à Barcelone. Et puis après, Marcel Degois, qui est resté le plus longtemps. Marcel Degois, qui était un très vieux collaborateur de Jacques Trémoulet, puisque il était déjà à Radio Toulouse. Bah oui, et puis c'est lui qui avait été missionné à la fin des années 20 pour aller au Luxembourg, quoi. Au printemps 1975, je succède à Marcel Degois qui prend sa retraite. Donc vous lui succédez en 75, mais auparavant, quel type de rapport vous aviez avec ces personnes ? Qu'est-ce que vous pouvez dire encore de ces personnalités ? Est-ce qu'elles avaient vraiment un rôle fonctionnel important dans la gestion de la station ou pas ? Totalement, oui. Ils s'occupaient de la bonne marche de la station, ils s'occupaient des rapports avec l'administration locale, avec la syndicature, le conseil général, et il s'occupait des rapports avec les douanes, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait la douane qui posait des problèmes quand il fallait importer du matériel. Du matériel, oui. Parce que pendant une époque, le matériel transitait normalement par la France, mais il arrivait qu'on fasse transiter par l'Espagne. Et à un moment donné, EIRASA a donné instruction de bloquer le passage du matériel destiné à Radio Andorre. Ah oui, donc vers la fin de sa vie, quoi. Une espèce de rétorsion. Oui. Pour en revenir d'ailleurs aux manifestations d'EIRASA, quand Louis Escoura a appris que je m'étais rendu à Montreux pour la conférence. Donc en 75, là. 75. Il a fait un courrier furieux
nous reprochant de nous occuper de ce qui nous regardait pas, Ah oui. etc. Bon. Ceci dit, eux n'y étaient pas, quoi. Hein. Ils Comment n'avaient envoyé personne. Eux n'y étaient pas, ils n'avaient envoyé aucun délégué. Il y avait une délégation espagnole, bien sûr. Oui. Il y avait... Ah oui, bah oui, pour la radio-télévision espagnole, quoi, Oui. j'imagine. Oui, d'accord. tout à fait. Oui, oui. Mais enfin, il s'est à plusieurs reprises manifesté pour des choses comme ça. En 74, ou je me souviens plus. J'avais écrit à l'Union européenne de radiodiffusion pour qu'on recevait leur documentation régulièrement et tout, quelles étaient les conditions d'adhésion, etc. Il l'a appris. Alors, il l'a appris par qui? Par l'UE directement, qui était au courant probablement des accords concernant Radio Andorre, avec RSA, ou est-ce que c'est la taupe qu'on avait au milieu à Radio Andorre qui a prévenu? Alors là aussi, il avait envoyé une lettre, non, c'était sous forme de télégramme. D'ailleurs, je dois en avoir un ou deux. Télégramme disant que c'était du ressort d'Airasa, toute relation internationale, etc., était du ressort d'Airasa. Oui. Et puis après éclaircissement, je ne sais pas quoi, il y a même eu un télégramme d'excuses. Ah, bon. Oui, disant qu'il y a eu une confusion, etc. Bon. Et ce genre de manifestation de mauvaise humeur, c'était assez fréquent. C'était assez fréquent. Pour les lettres qu'on ne transmettait pas, pour les choses de ce genre. Voilà. Vous aviez donc assisté à cette conférence, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez entendu la délégation espagnole intervenir en faveur de Radio Andorre durant cette conférence? Non, pas du tout. D'abord, c'est une conférence extrêmement technique, où défilent des tas d'ingénieurs de haut niveau qui expliquent, qui abordent des sujets très complexes en matière de radiodiffusion. Et comme je vous l'ai dit, ça a duré 5 semaines. Alors, en fait, ces conférences sont coupées en thèmes différents, et il y a plusieurs conférences qui se passent en même temps. Il y a plusieurs ateliers qui se passent en même temps. Des commissions différentes qui se réunissent en même temps. Oui. Voilà. Alors donc j'ai été écouté, je me souviens même pas de quoi ça traitait, parce que j'étais sur place. Mais en réalité, le but de mon voyage était de m'assurer que les besoins de Radio Andorre en matière de fréquence seraient pris en compte. Voilà. Bon, ça a été le cas. De mon voyage, c'était ça. Voilà, très bien. Voilà. Bien, Jean-Louis Marquet, je voudrais maintenant qu'on parle brièvement. On a parlé déjà de Radio Africa, donc à Tanger. Je voudrais qu'on dise 2 mots sur 2 autres stations donc du groupe Trémoulet. On a vu qu'une partie du matériel de Radio Africa, donc quand elle a cessé d'émettre en 1960, a été transportée, une petite partie, un émetteur onde courte en Andorre, mais une grosse partie aussi aux Antilles pour créer Radio Antilles. Donc je crois que la station s'est créée en 65, cette radio Antilles. Est-ce que vous avez été associé à ce lancement et puis dans quelles circonstances? Non, alors pas directement. Tout d'abord, il y a 3 collaborateurs qui étaient venus de Tanger qui sont partis aux Antilles. Un Suédois, Gust Andersson, Miguel Castillo et Maurice Niquet. Ils sont partis pour recevoir le matériel, l'installation et la création de la station. Moi, je suis intervenu plus tard sur Radio Antilles à la demande de Jacques Trémoulet. Par la suite, j'y suis allé plusieurs fois. Alors que Jacques Trémoulet était décédé, j'y suis allé plusieurs fois pour la demande des héritiers Trémoulet. Notamment pour installer une station de radio à Saint-Vincent, l'île de Saint-Vincent. Plusieurs voyages pour faire des prospections dans différentes îles, Sainte-Lucie, différentes îles, et puis également pour l'installation d'une station de télévision à Montserrat. Ça a été mon dernier travail pour eux. C'était en 83, puisqu'en 84, je suis rentré à RTL. Alors en 71, on n'est pas revenu. En 70, mon frère a démissionné.
Oui. Il était à ce moment-là à Toulouse, il s'occupait du bureau de Toulouse qu'il avait monté, au même titre qu'il avait monté une antenne à Barcelone, il a monté une antenne Radio Andorre à Toulouse. Au 44 rue Bayard. Rue Bayard. Ce qui est assez amusant avec l'adresse de... Eh oui, RTL à Paris, ils étaient rue Bayard, 22. Oui, donc il avait démissionné et Jacques Trémoulet, quand il a démissionné, il m'a demandé aller à Toulouse, prenez la direction du bureau de Toulouse. Donc j'étais à Toulouse en 70. Et début 71, courant vers la fin du mois de janvier 71, Jacques Trémoulet me demande d'aller aux Antilles parce que les antennes de Radio Antilles ont été déréglées par deux techniciens qui étaient sur place, deux Allemands, qui, voulant améliorer le rendement des antennes, on fait le contraire. Et puis après, ils sont partis. Alors, il m'a dit, écoutez, il faudrait que vous alliez là-bas, voir ce que vous pouvez faire. C'est un travail pas très agréable parce que c'est pas facile. Alors, il me dit simplement, au lieu de partir directement de Toulouse sur les Antilles, vous allez passer par Madrid. Alors, je passe effectivement par Madrid, et puis après, Porto Rico, etc. Et en passage, il voulait me voir pour me donner des instructions sur ce qu'il attendait de moi. Pas simplement en réglage des antennes, mais de jeter un coup d'œil pour voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer la basse fréquence, et puis d'une façon générale sur l'organisation de la station. Alors, je pars de Madrid, ça c'était fin janvier, tout à fait fin janvier. Et je suis parti pour un mois. Et pendant que j'étais aux Antilles, j'apprends qu'il était souffrant. Oui. Il était souffrant. Bon. D'accord. À mon retour, fin février 71, donc. 71, il me demande quand même à ce que j'aille le voir, même s'il est souffrant. Et il me reçoit, alors qu'il est alité. Et je le trouve pas mal, je le trouve assez bien pour quelqu'un de malade. Oui. Et donc il me dit, vous inquiétez pas du tout de ma santé, ça va, et je vais me rétablir, et j'ai des projets à Chypre, en Afrique, tout ça. Et il me dit, je compte sur vous pour vous impliquer dans ces projets. Bon, très bien, puis je rentre, puis vous savez que début mars, il meurt. On apprend son décès. Voilà, je pense que j'ai été un des derniers à l'avoir collaborateurs à l'avoir vu. Ouais, on peut dire qu'il a eu des projets jusqu'à la dernière minute. Oui. C'est sûr. C'était vraiment l'entrepreneur né, quoi. Il fallait qu'il soit dans l'aventure continuelle. C'était de lancer des nouvelles choses, quoi. Oui. Je voulais savoir aussi si, il y a eu quelques petites mini-radios périphériques, on va dire, qui ont été lancées par Jacques Trémoulet du côté espagnol. La première, c'était avant votre arrivée en Andorre, dans les années 50, il y avait une radio atlantique qui n'a pas duré très longtemps, qui émettait depuis Saint-Sébastien. Et puis, je crois que c'est en 68, Jacques Trémoulet envisage, ou lance même d'ailleurs, une nouvelle radio qu'il va appeler Radio Océan, toujours depuis un émetteur espagnol, toujours situé à Saint-Sébastien, parce que ça lui permettait de bien arroser la côte atlantique, qui était relativement mal desservie par les ondes, y compris de Radio Andorre. Bon, alors, donc, comme c'était une station qui était hébergée par une radio espagnole, j'imagine qu'il n'y avait pas besoin de techniciens, puisque cette station espagnole avait déjà son émetteur, son équipe technique et ses techniciens. Mais est-ce que vous avez des souvenirs particuliers ou des anecdotes qui concernent cette radio, donc Radio Océan, lancée en 68? Oui, je me suis déplacé là-bas à sa demande. Oui. En fait, je n'ai pas fait grand-chose, parce que il voulait que je jette un coup d'œil sur les installations techniques et éventuellement suggérer quelque chose s'il y avait pour améliorer, si c'était possible. En réalité, la situation était bonne de cette petite station. Elle est très bien placée. Elle était sur le mont Monte Oulia. Et elle a desservé la côte française d'une façon magnifique. Quand vous étiez sur cette petite montagne, vous aviez une vue sur Saint-Jean-de-Luz, sur Biarritz et tout ça. C'était donc il n'y avait rien à faire, si ce n'avait été augmenter la puissance, si ça avait été possible. Mais
en termes de situation de l'antenne elle-même, il n'y avait rien à faire. Donc, mon voyage n'a servi à pas grand-chose. Pas grand-chose. Mmh. Et puis alors, comme par la suite, il y a il y a plusieurs personnes de Radio Andorre qui sont qui sont allées là-bas. Il y a eu René Hervé et Jean Bonis. Oui, voilà. René Hervé qui était le correspondant en fait de la station, je crois, à Bayonne. Radio Andorre dans le sud-ouest. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et puis Jean Bonis qui était un animateur des années 60 qui présentait les émissions pour la jeunesse. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps et la vie sûrement. Plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens, y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps et la vie sûrement. Plus d'1 million d'années. Et toujours en été.
Le Sud, une des belles chansons de Nino Ferrer, sinon peut-être la plus belle. Décidément, Jean-Louis, moi j'aime bien votre programmation musicale, qui nous rappelle les années 60 et 70 à Radio Andorre. Jean-Louis Marquet, je voudrais qu'on aborde maintenant un sujet, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par les réponses que vous allez nous faire sur ce sujet. Ce sont les ondes longues. Alors, en 68, donc Radio Andorre, alors je crois que ça a commencé en 68, si je me trompe pas. En 68, donc Radio Andorre envisage une diffusion en ondes longues, comme c'était le cas pour RTL ou Europe 1, les deux stations du nord de la France. Alors, est-ce qu'il y a eu à cette époque déjà, donc en 68, des études ou des travaux pour un passage éventuel en ondes longues? Et puis, comment y avez-vous été associé? Alors, à ce moment-là, j'étais responsable technique, et bien entendu, j'ai été associé à cette perspective, parce qu'il faut savoir qu'à puissance égale, les ondes longues portent beaucoup plus loin que les ondes moyennes. C'est ça. Bon, et plus vos ondes sont longues, plus le rendement est meilleur. Par contre, il y a le corollaire, c'est qu'au fur et à mesure que vous augmentez les longueurs d'onde, vous augmentez le bruit de fond. Donc, c'est rentable, mais dans une certaine limite quand même. Il faut tenir compte des deux critères. Et effectivement, à cette époque, j'ai prospecté de nombreux terrains, J'ai prospecté 4 terrains en Andorre qui seraient susceptibles d'améliorer la situation de Radio Andorre. Oui. Bon, ces terrains posaient des problèmes. D'une part, ça demandait la construction de stations locales, c'est-à-dire centres émetteurs et antennes sur des altitudes de l'ordre de 2600 mètres. Oui. Ce qui posait des problèmes d'alimentation électrique. Ben oui. Ça veut dire qu'à la limite, il fallait refaire comme ce qui avait été fait à Tanger, c'est-à-dire avoir ses propres groupes électrogènes. Oui. Sans compter que l'hiver, ça aurait été très difficile d'accès. C'est sûr que le climat andorran est spécial. Bon, donc ça n'a pas été beaucoup plus loin. Alors on a regardé à cette époque aussi, sans changer la situation de l'émetteur et de l'antenne qui existait, de transformer l'émetteur en onde longue. Ah oui. On a étudié cette possibilité avec Brombauvry. Oui. Alors, la chose était faisable. D'accord. Après se posaient des problèmes d'ordre administratif au niveau international. Oui, bien sûr. Parce qu'on se mettait hors la loi. Ben oui, bien sûr, vous n'aviez pas eu effectivement l'autorisation de créer un émetteur en ondes longues. Donc, bien sûr. Donc, c'est resté en l'état. On reviendra sur les ondes longues plus tard. Oui, on va effectivement faire une parenthèse sur d'autres sujets, mais on reviendra sur ce sujet des ondes longues dans les années 70 parce que le projet est réapparu soudainement, mais on en reparlera effectivement un peu plus tard. Voilà, je voulais qu'on aborde encore un sujet là dans les années 60. On a évoqué, vous l'avez évoqué déjà tout à l'heure, on parlait d'un censeur. Alors effectivement, il y a eu une mise en place, donc si mes renseignements sont justes, d'un censeur par le gouvernement espagnol à Radio Andorre. Alors ça s'est fait, je crois, à la fin des années 60. Je crois que j'ai une date qui est 1966. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En quoi consistait la mission de ce censeur, notamment? Alors, Radio Andorre décide de faire des infos. Oui. Mais le Conseil général refuse l'installation d'un téléx à Radio Andorre. Oui. Donc, le téléx est installé dans l'appartement de l'avocat de Radio Andorre, enfin un avocat que Radio Andorre a, qui vit à la Seu d'Urgell, c'est-à-dire la ville frontière. Oui, espagnol, du côté espagnol. Donc. Côté espagnol. Donc il y a un téléx qui est installé là-bas, et les nouvelles qui nous parviennent viennent de l'agence espagnole EFE. D'accord. Donc, c'est une agence de presse espagnole officielle, quoi. Oui, oui. Donc, mettre un censeur pour censurer les informations qui viennent d'une source officielle,
Je vois pas que ça ait beaucoup Oui. de sens. En réalité, ce monsieur a été mis là. Il lisait le soir quand on allait chercher les documents. Il lisait les dépêches. Et il n'avait rien à dire dessus. Elles avaient probablement déjà été censurées Oui. du côté espagnol pour être diffusées sur les stations espagnoles, Donc, j'imagine. Oui. son véritable non-rapport avec la syndicature, avec le conseil général, et puis nos projets, tout ça, quoi. C'était l'œil de Moscou. C'était l'œil de Moscou, enfin plutôt l'œil de Madrid, on va dire. Il y a toujours eu des problèmes tendus avec lui. Parce qu'il outrepassait sa mission, et soit parce qu'il s'adressait au personnel alors qu'il n'avait pas à le faire, soit qu'une fois il s'est permis de faire une lettre ou je sais pas quoi avec l'entête du papier en tête Radio Andorre. Alors il y a eu un accrochage sérieux avec lui. Oui, il n'était pas salarié par la station, non, pas du évidemment. tout. Bon. Puis un jour, la seule chose qu'il ait censurée réellement, c'est une émission. On avait un prêtre qui faisait une émission hebdomadaire qui s'appelait Noche en Alma. Je ne m'en rappelle plus. Bon, la nuit de l'âme, ou je ne me souviens plus. Et cette émission était en général très pastorale. Il n'y avait pas rien de politique dedans et tout. Mais un jour, ce brave prêtre qui dépendait du diocèse du Coprince a eu le malheur de critiquer une émission qui passait à la télévision qui était l'émanation du pouvoir franquiste et qui allait au-delà des aspects de l'Église, qui étaient très politiques en fin de compte, avec des choses qui n'étaient pas très sympathiques. Et ce brave curé a repris une critique sur cette émission en disant: vous écoutez peut-être l'émission qui passe de l'évêque, c'était un évêque je crois, sur la télévision le dimanche matin et tout ça, et puis, la télévision espagnole, donc. Il critiquait la dérive de son pouvoir pastoral. Et le censeur a cru bon de censurer cette émission. Ah oui, parce qu'il avait dit du mal d'une émission qui était une émission franquiste, quoi. Alors, ça a été censuré, mais à ce moment-là, Marcel Degois a immédiatement prévenu l'évêché, et puis a également contacté Serrano Suñer, qui était le beau-frère de Franco, hein, c'est ça, hein, et qui était plutôt un proche, on va dire, de Jacques Trémoulet. Enfin, je pense que dans certaines affaires, ils devaient être associés. Je pense, je n'ai jamais eu. Toujours est-il que dans les problèmes qu'il pouvait y avoir avec l'administration espagnole, de la part des héritiers de Jacques Trémoulet ou autres, il intervenait souvent en arbitre. Bon, et donc ce brave censeur qui avait fait des prouesses a été remis en ordre par le Coprince évêque, et l'émission a été rediffusée après la semaine suivante. D'accord. Oui, en plus, ça concernait les Andorrans, quoi. C'était un prêtre andorran. Non, il n'était pas andorran, c'était un prêtre. Ah, il n'était pas andorran, il était espagnol. Du diocèse de l'évêque, du Coprince, mais c'était un prêtre d'une petite ville de la région, quoi. D'accord. Bon, de toute façon, il intervenait, si j'ai bien compris, que sur des informations espagnoles, on va dire, qui concernaient l'Espagne. Donc, il n'y a pas eu, à votre connaissance, beaucoup de censure, en fait, puisque l'information qui provenait de l'agence de presse espagnole était déjà triturée dans tous les sens pour être politiquement correcte, j'imagine. Donc, il n'y avait pas grand-chose comme travail. Mais concrètement, il avait quand même un bureau à Radio Andorre, ce censeur. Il était physiquement présent. Il passait le soir. Il passait le soir pour lire les dépêches, quoi. Les coupures qu'on avait été chercher au Télex de la CO d'Urgel. Il jetait un coup d'œil, et en fin de compte, il n'y avait rien à cocher ou à faire de remarques. Il n'y avait rien.
Ah, c'était un beau métier, Oui. finalement. Hein. Bien, je vous remercie, Jean-Louis. Merci Jean-Marc, au revoir. Nous nous retrouverons bientôt pour une seconde émission sur l'histoire de Radio Andorre et nous aborderons cette fois la période cruciale des dernières années de la station. Alors nous saurons tout sur les raisons de sa disparition, sur ses derniers combats et aussi sur son rapprochement avec RTL. Alors je vous invite à vous abonner à notre page Facebook ou notre chaîne YouTube pour connaître le jour de diffusion de cette prochaine émission. En attendant, on termine avec une chanson des Beatles, reprise par Tina Turner en 1970, Come Together. Bonsoir à tous. Come on, flat top, he come grooving up slowly. He's got choo-choo eyeballs. He won't holy roly. He's got hair down to his knees. He's got to be a joker. He just do what he please. He wear no shoe shine. He's got toe jumping balls. He's got funky fingers. He shoot Coca-Cola. He says, I know you, you know me. There's one thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. He back protection. He's got Warren's gunboot. He's got on no psycho. He won't sign no cracker. He's got feet down below his knees. Hold you in his arms till you can feel his disease. Come together right now over me. He roller coaster. He's got early warning. He's got muddy water. He won't mojo filter. He says one and one is three. Got to be good looking 'cause he's so hard to see. Come together right now over me. Come together. Come together. Come together. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.